Madame, monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver chaque soir à 18h30 pour la première édition d'information sur Al Oula. Voici les principaux titres du journal. Réunion internationale à Marrakech pour examiner le programme d'action en faveur des pays africains en développement sans littoral. Une réunion qui tente d'identifier les principales réalisations, les nouveaux défis, les opportunités présentées. La loi 1912 concernant les nouveaux droits des employés et les obligations des employeurs a entré en vigueur depuis octobre dernier. Une relation de travail définie selon les termes d'un contrat dûment signé et légalisé. Nous verrons cela en milieu de journal. Et puis, page culturelle, elles sont au nombre de 55 réunies à la médiathèque de la mosquée Hassan II de Casablanca en marge de la Journée internationale de la femme. L'exposition s'intitule « Regard de femme ». Le chef du gouvernement Saad El Othmani s'est entretenu à Rabat avec le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale en visite dans le royaume à la tête d'une délégation de son pays pour prendre part aux travaux de la commission mixte bilatérale. Le partenariat bilatéral dans divers domaines est encadré par 23 conventions de coopération conclues lors de la visite royale au Rwanda en 2016, couvrant différents secteurs dont l'agriculture, le logement, la formation professionnelle, les services bancaires, la nouvelle technologie, le transport aérien, le tourisme et les énergies renouvelables. Ce partenariat sera consolidé par la signature de 12 nouvelles conventions de coopération lors des travaux de la commission mixte. Réunion internationale à Marrakech pour examiner le programme d'action en faveur des pays africains en développement sans littoral. La réunion examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d'action de Vienne pour les pays en développement sans littoral et tente d'identifier les principales réalisations, les contraintes rencontrées, les nouveaux défis et les opportunités présentées. Événement organisé conjointement par le bureau du haut représentant des Nations Unies pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Amina Allam, Mu'tasim Billah al-Bouazaoui, Saad Nachad. D'abord dresser un état des lieux des progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme d'action de Vienne pour les pays en développement sans littoral, particulièrement dans les secteurs du transport, de la facilitation du commerce, la transformation structurelle de l'économie et les ODD. Et pour accélérer la cadence de leur mise en œuvre, il faut identifier les défis et baliser le terrain au partage des meilleures pratiques et approches innovantes. Le Maroc dispose d'une expérience réussie et de bonnes pratiques dont il n'a jamais hésité à faire profiter les autres pays du continent. À titre d'exemple, on peut citer le secteur de l'énergie où le Royaume enregistre presque un taux de couverture de 100% alors que d'autres pays n'en sont qu'à 11% de couverture électrique. C'est dire combien l'expertise marocaine est précieuse. Le Maroc a réitéré son adhésion totale et son engagement à appuyer toute initiative qui favoriserait la coopération sud-sud. Le Maroc étant fort de l'expertise qu'il a accumulée dans plusieurs domaines. Sous le leadership royal, le Maroc a toujours été la locomotive d'un partenariat gagnant-gagnant. Ce conclave de 2 jours aura à formuler les mesures politiques appropriées, émettre des recommandations orientées vers l'action. Objectif, pérenniser les avancées accomplies. Pour cela, il faut encore aplanir les obstacles pour répondre de façon plus cohérente aux défis particuliers de ces pays. Cette réunion est très importante parce qu'elle permet de faire le point sur les politiques de développement spécifiques que les pays sans littoral ont besoin d'entreprendre, de mettre en place pour leur développement d'une manière générale, mais pour atteindre les ODD en particulier. Les pays sans littoral ont un gros handicap qui affecte les secteurs de l'énergie, affecte les secteurs de la sécurité alimentaire. L'engagement de tous, pays sans littoral et pays de transit, constitue la planche de salut pour ces pays handicapés par leur enclavement, l'éloignement et les contraintes géographiques qui sont les leurs.
Et le geste hautement solidaire de Sa Majesté le Roi d'annuler la dette des pays les moins avancés a été fortement salué. La loi 1912 est entrée en vigueur en octobre dernier. Depuis, la relation de travail entre l'employeur et l'employé de maison est définie selon les termes d'un contrat dûment signé, légalisé par les deux parties sous le contrôle de l'inspection du travail, avec salaire minimum, jour de repos hebdomadaire, congé annuel et même indemnité en cas de licenciement. Reportage Abdelhamid Jebran, Mohamed Ekleshkar. Une vraie question de promotion des droits humains. Les employés de maison parfois font tout, du ménage à la cuisine, au babysitting, mais le respect de leurs droits ne relevait que du bon vouloir de l'employeur. Ce n'est plus le cas depuis maintenant près de 6 mois. Tout employeur a l'obligation de formaliser la relation de travail avec l'employé de maison par un contrat dont un exemplaire est remis à l'inspection du travail. Le modèle du contrat publié par décret. D'abord, c'est le nom, le numéro de la carte nationale des deux parties concernées. Il faut mentionner également le salaire. Il faut mentionner également la durée du travail qui est prévue pour ce travailleur. Et sans oublier même de spécifier le jour de repos hebdomadaire pour le travailleur concerné. La loi prévoit un âge minimum de 18 ans pour tout employé de maison. Mais pour une période transitoire de 5 ans, des contrats avec des employés âgés de 16 à 18 ans sont tolérés sous conditions. Notamment l'interdiction de les faire travailler dans une série de travaux dangereux qui est publiée par décret. Une loi donc qui valorise désormais le travail, l'effort, le savoir-faire de ses employés de maison. Une loi qui structure le secteur. Les agences de recrutement de ces employés de maison ont réorganisé leur mode d'emploi. Notre agence, elle propose justement des contrats de travail. Donc dans un premier temps, classique, on part sur un contrat de travail, donc avec un essai de 6 mois. Un CDD, et après, si elle est validée, bien sûr, on va partir sur un CDI. Donc, à de la déclaration, ça structure parce que déjà, on va partir sur un salaire mensuel. Un vrai défi relevé au Maroc par le Code du travail. Un cadre rebelle du Polisario déclarant être de grade capitaine et assurant la fonction d'officier adjoint du commandant d'une katiba de soi-disant gendarmerie du front séparatiste s'est présenté dans la matinée au niveau de la ligne de défense dans la zone de Fersiya, région d'Oued Draa, avec l'intention déclarée de rallier la mère patrie, apprend-on de sources militaires. Âgé de 29 ans, l'intéressé qui était à bord d'une Jeep bariolée a déclaré qu'il y a encore d'autres rebelles qui désire retourner dans le pays, précise la même source. On va en Syrie. Les forces arabo-kurdes ont resserré l'étau sur l'ultime réduit du groupe terroriste Daesh dans l'est de la Syrie. Ce matin, les combats se sont poursuivis dans un village de la province orientale de Deir Zor, non loin de la frontière irakienne. L'offensive terrestre des FDS, les forces démocratiques syriennes, a été très efficace. C'est félicité aujourd'hui le porte-parole de la coalition anti-djihadiste. Quelques 64 000 personnes ont déjà quitté l'enclave de Daesh depuis janvier, selon les FDS, parmi lesquels se trouvent 5 000 djihadistes arrêtés après leur reddition. Fusillade dans différents endroits de la ville d'Utrecht aux Pays-Bas, un acte potentiellement terroriste, c'est ce qu'a déclaré l'Agence nationale néerlandaise pour la sécurité et le contre-terrorisme. Le tireur, toujours en fuite, se trouvait dans le tramway où il aurait sorti une arme et tiré sur plusieurs personnes. Il y aurait plusieurs victimes selon les autorités, 3 selon le maire de la ville. Le suspect, un homme de 37 ans né en Turquie, est présenté comme dangereux dans l'avis de recherche de la police qui conseille d'ailleurs de ne pas l'approcher. Sa photo a été diffusée, plusieurs autres personnes ont été blessées. Les autorités ont annoncé un renforcement de la sécurité dans les aéroports et les bâtiments clés du pays et conseillé aux écoles de la ville de fermer leurs portes.
Le bilan s'est encore alourdi en Indonésie suite aux inondations qui ont frappé la province indonésienne de Papouasie. Il est de 79 morts, 43 personnes sont toujours portées disparues. Des pluies torrentielles ont provoqué avant-hier samedi des inondations à Santani, à une vingtaine de kilomètres de la capitale provinciale de Jayapura. Des dizaines de personnes ont été blessées et 5700 évacuées selon l'armée. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence pour 14 jours. Et puis, direction Bilbao à présent en Espagne, la femme marocaine, notamment immigrante, célébrée à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, initiée par le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration, en partenariat avec le consulat général du Royaume à Bilbao. La rencontre débat a été marquée par des hommages appuyés à des femmes marocaines considérées comme des modèles de réussite et d'intégration dans la société espagnole. Une manifestation tenue sous le thème « Le Maroc au féminin, la valeur de la femme marocaine » dans le nord de l'Espagne. Abdelhadis Kiwi, Nisrine Benranem, sur un commentaire de Nissel Hamdaoui. Bilbao, plus d'1 million d'habitants. Une ville d'activités de services, dynamique, située en plein nord de l'Espagne. Une importante région qui compte un peu plus de 60 000 Marocains. Parmi eux, des femmes. Elles participent pleinement au développement de leur pays d'accueil et de leur pays d'origine. Cette rencontre débat, organisée à Bilbao, vient rendre hommage à la junte féminine en général et à la femme marocaine en particulier. L'occasion de mettre en lumière les expériences réussies de ces femmes dans différents domaines et d'aborder les avancées réalisées par le Royaume en matière de promotion des droits de la femme. Au niveau des droits de la femme, nous sommes fiers en 2004, le code de la famille, le code de la nationalité, l'égalité des droits dans notre nouvelle constitution de 2011. Cette journée aussi a été l'occasion de rendre hommage à la femme immigrée qui est arrivée en Espagne dans les années 70. Je connais le Maroc. Lorsque j'étais parlementaire basque, j'avais effectué une visite dans le Royaume. Nous avions pris connaissance de la Constitution de 2011 et des avancées importantes apportées en faveur de la femme. Cette rencontre réunit des intellectuels, des chercheurs, des représentants d'instances élues et de la société civile du Maroc et d'Espagne. Tous sont venus apporter leur contribution à ce débat, focalisé également sur le renforcement des droits des femmes, leur autonomisation et l'égalité homme-femme dans le milieu du travail. Autant de thématiques d'actualité dans les deux sociétés marocaines et espagnoles. Je pense qu'il est important d'engager une large réflexion sur ces thématiques et de mettre en avant le rôle de la femme dans le monde du travail. Les différentes femmes qui ont pris part à ce débat contribuent à éveiller les consciences quant à l'apport de la femme au sein de la société. L'idée est de montrer que la femme peut atteindre les sommets si elle le veut. Nous avons pu écouter un bon nombre de témoignages d'expériences de femmes marocaines leaders, des success stories qui nous poussent à aller toujours de l'avant et à encourager les femmes sahraouis à poursuivre leurs études et à aller plus loin dans leur parcours professionnel. Une soirée hommage a été organisée en l'honneur de ces femmes marocaines émigrées qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour apporter une éducation épanouissante à leurs enfants. Des femmes qui récoltent le fruit de leur labeur. Leurs enfants sont aujourd'hui des cadres au sein de la société espagnole. Voilà un modèle d'intégration réussi dans le pays d'accueil. Au dossier immigration clandestine, sachez que 53 subsahariens, dont 10 femmes en difficulté à bord d'une embarcation pneumatique dégonflée, ont été secourus hier dans la nuit par un garde-côte de la Marine royale au large de Nador. Ces candidats à la migration clandestine, dont certains étaient dans un état de santé dégradé, ont reçu les premiers soins nécessaires à bord de l'unité de la Marine royale avant d'être ramenés au port de Nador et remis à la brigade de la gendarmerie royale pour procédure d'usage. 3 cadavres retrouvés à bord de l'embarcation secourue ont été évacués sur la morgue de l'hôpital Hassani de Nador selon des sources militaires.
Le domaine forestier dans la province de Ben Slimane, c'est près de 25% du territoire. Il vient en deuxième place après l'agriculture. La forêt joue un rôle primordial dans la protection de l'environnement. Une campagne de nettoyage et de propreté a été organisée à Ben Slimane par plusieurs acteurs de la société civile. Sarah Katir. Véritable poumon vert de la région, la forêt de Ben Slimane couvre une superficie de plus de 57 hectares, soit 25% de la superficie du territoire. Il joue un rôle primordial dans la protection de l'environnement. Et c'est pour sauvegarder ce patrimoine forestier que la société civile locale s'est mobilisée. Petits et grands se sont attelés pendant toute une journée à la collecte des ordures et déchets et de tout ce qui peut nuire à l'hygiène et au paysage de la région. Cette forêt est un patrimoine et un capital de Ben Slimane. Malheureusement, on y trouve de tout. Ordures ménagères, déchets et cadavres d'animaux. Et tout cela nuit à cette forêt ô combien cruciale pour la province. Cette action témoigne de l'implication de la population locale dans la préservation de l'environnement et de la diversification biologique. Cette initiative est louable et c'est à nous qu'incombe la responsabilité de préserver cette forêt. On est tous concernés. Le premier responsable est le citoyen. C'est lui qui se débarrasse de tous ces déchets dans la forêt. Le nombre de tonnes de déchets collectés tire la sonnette d'alarme. Ces campagnes doivent être périodiques afin de sauvegarder ce patrimoine. Avec ses arbres de chêne-liège, d'eucalyptus, de pin et de thuya, cette forêt respire enfin. Rendre cet espace plus attractif et agréable pour les visiteurs est la responsabilité de tous. D'où l'intérêt d'organiser de telles campagnes de sensibilisation du grand public à l'importance de la préservation de cette forêt. On passe au sport, football. Malawi-Maroc, c'est vendredi à Lilongwe pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Les Lions de l'Atlas poursuivent leurs entraînements sous la supervision du sélectionneur national Hervé Renard. Notre consoeur Raïma Belouché et notre caméraman Mohamed Chtaïbé ont approché le coach qui apporte quelques précisions concernant ce match avant le départ pour le Malawi. Un entretien exclusif pour notre chaîne au lieu de concentration des Lions de l'Atlas à Bouzneka. Hervé Renard explique notamment son choix de convoquer pas moins de 35 joueurs. Entretien exclusif, première partie ce soir, on l'écoute. On a un match très important de prestige, mais un match international reste un match important contre l'Argentine le mardi 26 à Tanger. Donc il me semblait intéressant de voir de nouvelles têtes vendredi contre le Malawi, de revoir certains qui n'ont pas porté le maillot de l'équipe nationale depuis pas mal de temps, et puis de voir quelques nouveaux qui, bien sûr, on l'espère, sauront s'adapter le plus rapidement possible. Mais en tout cas, sachez une chose, et je vous le dis, c'est que j'assume ces choix et que on n'ira pas au Malawi pour faire un voyage de complaisance. On va au Malawi pour obtenir un résultat comme à chaque fois. Oui, on a parlé du match Maroc-Malawi, mais le match le plus attendu pour les Marocains, le match de Tanger contre l'Argentine, comment ça se prépare? Comment vous avez eu cette invitation où il y avait un compromis de jouer contre l'Argentine? Parce que ça fait des années qu'on n'a pas... Moi, la fédération me propose les demandes qu'elle reçoit. Ensuite, j'analyse, je demande au staff et puis on prend une décision. Oui, on est intéressé. Ça me semblait un moment parfait pour pouvoir jouer contre l'Argentine. Alors, vous savez, c'est toujours le même problème. J'entends certains déjà dire « Ah oui, mais comment on peut préparer une Coupe d'Afrique en jouant contre l'Argentine ?» Non, c'est un match de niveau international et c'est une équipe de gros calibre international. Donc parfois, je pense qu'on a besoin de voir d'autres choses que de rester dans son petit environnement africain avec souvent les mêmes adversaires. C'est bien de s'ouvrir pour progresser. L'expérience contre les grandes équipes est importante. On l'a vu au Mondial, contre l'Espagne, le Portugal, l'Iran. Il nous a peut-être manqué un petit peu d'expérience. Il nous a manqué de mauvaises décisions qui n'étaient pas en notre faveur. Mais au final,
Cette Coupe du Monde en 2018, 20 ans après la dernière jouée par le Maroc, elle servira d'expérience et elle permettra à ces joueurs, je leur souhaite en 2022 d'être encore plus performants. Voilà, Hervé Renard nous a expliqué notamment son choix de convoquer pas moins de 33 joueurs pour ce match face au Malawi et non 35 comme annoncé. On passe à la page culturelle. Elles sont au nombre de 55. Elles ont été réunies à la médiathèque de la mosquée Hassan II à Casablanca en marge de la Journée internationale de la femme. 55 artistes peintres ou photographes originaires de toutes les régions du royaume qui réussissent à dessiner la cartographie actuelle de l'immense créativité au féminin. L'exposition s'intitule « Regard de femme ». Ben Messaoud Achour et Dominique Orlando. Elles sont peintres ou photographes, elles ont toutes dit d'accord pour participer à cette exposition collective qui regroupe plus de 50 artistes. Toutes des femmes, toutes présentes au vernissage, mais jamais aucun embouteillage entre les œuvres qui semblaient surtout ravies de se retrouver côte à côte. Je présente 2 tableaux qui sont peints à l'encre de Chine, qui représentent la nature. Je suis contente parce que la femme actuelle, elle ne s'ennuie pas comme avant. Elle a pris un bon chemin de l'art. On a beaucoup d'artistes des femmes et je suis contente. La variété des expressions est à l'image de la variété des artistes elles-mêmes qui semblaient toutes avoir une place très précise dans ce puzzle de créativité au féminin. Je suis une artiste spécialisée dans le recyclage. Donc le recyclage, vous le voyez, il est toujours présent chez moi. Actuellement, on est sur une gravure de mode, c'est son nom. Et elle a été entièrement faite avec des morceaux de magazines coupés, des tranches de magazines coupées. Celui qui est derrière a été fait avec des capsules et celui qui est à côté a été fait avec des bouchons de bouteilles. Ces regards de femmes offrent ainsi de très nombreuses perspectives qui sont comme autant de sensibilités différentes, ayant ici pour origine l'ensemble des 12 régions du royaume. Cela donne à cette exposition une allure de patchwork très compacte. Voilà, c'est avec notre page culturelle que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Oula 20h30. Une excellente soirée. Demain, à la même place, Nisrine Aouzdar. À bientôt.